été arrêté hier soir au Rwanda suite à l'offensive conjointe lancée par les armées rwandaises et congolaises pour traquer les rebelles hutus rwandais dans l'est de la RDC, la République démocratique du Congo. Alors comment comprendre cette arrestation? Laurent Nkunda, qui fut longtemps le protégé de Kigali. Les élections législatives en Israël, ce sera le 10 février. L'offensive dans la bande de Gaza a-t-elle changé la donne? Apparemment non. La droite de Benyamin Netanyahou caracole toujours en tête des sondages. Et puis ce massacre dans une crèche en Belgique où au moins 3 personnes ont été tuées, dont 2 enfants. Le suspect, un homme, a été interpellé. Laurent Nkunda serait toujours détenu au Rwanda. C'est en tout cas ce qu'affirme une source militaire rwandaise. Cette arrestation surprise intervient alors que les armées congolaises et rwandaises mènent actuellement une opération conjointe qui a pour objectif de traquer les rebelles hutus rwandais dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette interpellation est aujourd'hui une bonne nouvelle pour Kinshasa. Le chef rebelle Laurent Nkunda était entre autres à l'origine de la déstabilisation de l'est de la RDC. Il semait la terreur dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 2004. Le général rebelle Laurent Nkunda a finalement été arrêté jeudi soir officiellement sur le sol rwandais, alors qu'il tentait de fuir l'offensive des troupes congolaises et rwandaises contre son fief de Bunagana. L'arrestation de ce chef rebelle Tutsi lors d'une opération menée par des militaires rwandais est une surprise de taille. Depuis des années, Nkunda reçoit le soutien discret de Kigali dans sa lutte contre les ex-génocidaires hutus rwandais des FDLR, qui ont trouvé refuge dans l'est du Congo après 1994. En septembre dernier, les autorités congolaises accusaient ouvertement le Rwanda d'être derrière l'offensive meurtrière menée par le général rebelle dans la province du Nord Kivu. Mais Laurent Nkunda aurait été victime d'un retournement d'alliance dans la région. Jusqu'à maintenant, tout le monde considérait que Laurent Nkunda menait cette guerre au Kivu pour le compte du Rwanda. Mais le Rwanda a peut-être considéré qu'il ternissait son image et a décidé de le lâcher. Il est également possible que Nkunda ait perdu le contrôle de son propre mouvement et le Rwanda ne pouvait plus compter sur lui. Laurent Nkunda faisait sans doute partie d'un accord conclu entre Kinshasa et Kigali avant le lancement de leur opération militaire commune. Si le Congo permettait à l'armée rwandaise de combattre les anciens génocidaires des FDLR sur son territoire, le Rwanda acceptait en échange de neutraliser Nkunda. Contesté par son propre état-major, lâché par une partie de ses troupes, Laurent Nkunda se croyait pourtant intouchable. Mardi, le général rebelle avait même salué l'alliance des forces congolaises et rwandaises contre les FDLR. Mais Nkunda n'a peut-être pas dit son dernier mot. Le prisonnier se trouve désormais entre les mains de ses anciens alliés rwandais. Et rien ne dit qu'ils accepteront de le livrer au pouvoir congolais. Sécurité maximale à Jérusalem aujourd'hui pour la grande prière du vendredi. Le pays se prépare pour les législatives prévues le 10 février avec cette question. L'offensive israélienne a-t-elle changé la donne? Eh bien apparemment non, puisqu'un récent sondage place encore en tête la droite de Benyamin Netanyahou. Devant ses partisans, Ehud Barak, ministre de la Défense et chef du Parti travailliste, lance officiellement sa campagne pour les législatives du 10 février prochain. Je vous annonce ici et maintenant que je suis candidat pour le poste de Premier ministre. La bataille de Gaza est à peine terminée que commence celle des urnes et l'ancien Premier ministre Barak semble sortir renforcé de l'offensive. Son parti de centre-gauche est toujours en 3e position, mais il progresse nettement dans les sondages. Autre grand bénéficiaire de la crise, Benyamin Netanyahou, chef du Likoud, est lui aussi ancien Premier ministre. Déjà en tête, le parti de droite, aujourd'hui dans l'opposition, accroît son avance. Pendant l'offensive, Netanyahou s'est beaucoup déplacé dans les villes israéliennes touchées par les roquettes du Hamas. Il dénonce la guerre inachevée du gouvernement à Gaza. Ce n'est pas fini. Il est évident que le Hamas est toujours là et que nous devrons éliminer cette menace. La ministre des Affaires étrangères, Tzipi Livni, semble, elle, affaiblie par sa gestion diplomatique de la crise. Son parti centriste, Kadima, est en 2e position mais recule dans les intentions de vote. Elle doit prendre rapidement l'avantage sur Netanyahou, le chef du Likoud, principale cible de ses attaques. En tant que citoyens de cet État, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir un Premier ministre qui nous conduira à l'échec. Et Benyamin Netanyahou a déjà échoué auparavant. Pourtant, selon de nombreux analystes, c'est bien lui qui remporterait le scrutin. Mais si Netanyahou gagne, pour disposer d'une majorité suffisante au Parlement, il devra à nouveau former un gouvernement de coalition et il pourrait choisir de s'allier avec les partis du centre.
On n'avait pas beaucoup entendu Barack Obama lors de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza. Le nouveau président des États-Unis sort de son silence. Ses premières déclarations sont plutôt conciliantes. En substance, il faut assurer la sécurité d'Israël, mais dans le même temps, il faut prendre en compte les souffrances de la population palestinienne, a dit Barack Obama. En se rendant au département d'État, Obama met la diplomatie à l'honneur. Un message en soi lorsqu'il est question du Proche-Orient, sujet qui a occupé le devant de la scène lors de cette allocution. Le fait de terroriser la population israélienne avec des roquettes est intolérable, mais un futur sans espoir pour les Palestiniens est tout aussi intolérable. Nos cœurs sont avec les civils palestiniens qui ont besoin immédiatement de nourriture, d'eau et de soins médicaux et qui subissent une pauvreté étouffante depuis trop longtemps. Pour prendre en main ce dossier extrêmement sensible, le nouveau président américain a choisi un négociateur chevronné. George Mitchell, 75 ans, sera envoyé spécial pour la paix au Proche-Orient. Pour cet homme qui a contribué à la fin des violences en Irlande du Nord, les conflits insolubles n'existent pas. Le conflit dure depuis si longtemps et a eu des effets si destructeurs que beaucoup le considèrent comme immuable et inévitable. Mais le président et la secrétaire d'État ne sont pas d'accord. Ils croient comme moi que la paix est si importante qu'elle demande d'y mettre toute notre énergie. Obama a déjà fait savoir que George Mitchell se rendrait au Proche-Orient dès que possible pour aider au maintien du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Cette tuerie maintenant au couteau dans une crèche en Belgique, à Termonde, une localité qui se situe à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Un dernier bilan fait état maintenant d'au moins 3 morts, un adulte et 2 enfants. On compte également plusieurs blessés. Un suspect, un homme, a été interpellé. Termonde, vendredi matin, à une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Il est 10h quand un homme pénètre dans une crèche de la ville, sort un couteau et s'attaque aux enfants. Le bilan provisoire, 3 morts, 2 enfants et un adulte. Une dizaine de personnes a été blessées, certaines grièvement. Le meurtrier qui avait quitté les lieux du crime en vélo a été arrêté quelques minutes après l'attaque. Pour l'instant, ses motivations ne sont pas connues. Selon des témoins, l'homme était vêtu de noir et maquillé en noir et blanc. Il a été arrêté et il a été incarcéré aussi. C'est un homme d'à peu près 30 ans, mais je n'ai pas de nouvelles sur son identité. Pour le moment, le gouvernement belge a activé le plan médical d'urgence et les autorités tentent d'identifier les victimes. Le retour en grâce des intégristes au Vatican, selon le quotidien italien Il Giornale, le pape Benoît XVI aurait décidé d'annuler l'excommunication prononcée en 1988 par Jean-Paul II contre les évêques intégristes adeptes du français Monseigneur Lefebvre. Le décret devrait être rendu public d'ici la fin de la semaine. Alors pour l'heure, l'information n'a été ni démentie ni confirmée par le Vatican. Alexis Mascarelli, bonjour, vous êtes à Rome, Alexis. Alors si l'information est confirmée, est-ce que cela ne risque pas, Alexis, de renforcer l'image déjà très conservatrice qu'a le pape Benoît XVI? C'est bien possible. En tout cas, l'idée derrière ce décret qui pourrait être publié demain, c'est de faire revenir au sein de l'Église catholique cette Église qui a décidé de faire un schisme au début des années 70 parce que elle était contre les nouveaux principes de l'Église, les principes modernateurs d'ouverture vers la société, de liberté religieuse, notamment ne plus faire forcément la messe en latin. Donc l'idée, c'est de faire revenir cette Église, appelée aujourd'hui la Fraternité, qui avait été créée par Monseigneur Lefebvre et quelques 150 000 adeptes à travers le monde, essentiellement en France et au Brésil. Alors quelles sont les conditions pour cela? D'après ce qu'on a pu comprendre et ce qui a été publié dans les informations par des journaux ici italiens, c'est qu'on a demandé à ce que la figure, la personnalité du pape ne soit pas remise en cause et qu'il n'y ait pas de déclaration faite contre l'idéologie du Vatican, qui viennent à l'encontre des celles faites par le Vatican. Mais on se souvient que le pape Benoît XVI a essayé depuis plusieurs années maintenant de faire revenir au sein de l'Église catholique cette fraternité, et que l'année dernière, le chef de cette Église qui a rencontré Benoît XVI à plusieurs reprises déjà, avait déclaré le Vatican veut nous faire taire et nous ne voulons pas nous taire. Donc quel compromis a été obtenu, ce n'est pas très clair encore. Merci beaucoup Alexis Mascarelli, correspondant de France 24 à Rome. Merci d'avoir été avec nous dans le journal. Fin de cette édition, à tout à l'heure, merci.